Ce n'est plus un secret. Les abeilles sont en danger. Près de 30% des colonies disparaissent chaque année en France et dans le monde entier. Les variations climatiques, les pesticides, le frelon asiatique et d'autres parasites sont les principales causes de leur extinction. Si l'espèce venait à s'éteindre, environ 35% de la nourriture humaine disparaîtrait avec elle. Pommes, poires, kiwis, melons, amandes, carottes, haricots, radis, oignons, choux, salades ne se trouveraient plus dans nos assiettes. Paradoxalement, les abeilles se sentent de mieux en mieux en ville et y produisent un excellent miel. Qui sont ces apiculteurs qui défient les préjugés? Comment ont-ils appris l'apiculture? Et surtout, comment font-ils pour élever cet insecte dans un milieu urbain? Donc en fait, c'est un ancien professeur de mon lycée qui m'avait demandé un coup de main pour pouvoir déplacer des ruches. Donc je l'avais aidé à faire des interventions, puis après, il ne faisait plus ce travail et il a fallu créer la société pour pouvoir faire ce type d'intervention. Le mois de juin, c'est le plus gros mois. Je peux faire jusqu'à, on va dire, une dizaine d'interventions par jour. J'ai quand même quelques appels le week-end, mais maintenant, j'arrête un petit peu de travailler le week-end parce que bon, j'ai une petite fille et je voudrais aussi profiter de la vie de famille. Il n'y a pas que les interventions et l'argent. Au bout d'un moment, il faut quand même un petit peu sacrifier ses clients par rapport à sa famille. Et puis bon, s'ils peuvent attendre jusqu'à la semaine, tant mieux, quoi. Le pick-up, c'est un des rares véhicules qui isole la cabine des ruches derrière. Je fais guêpes, abeilles, bourdons, frelons. Je récupère essentiellement les abeilles vivantes et les bourdons parce que c'est pollinisateur, c'est très utile. Et puis bon, il y a une place pour tout le monde dans la nature, donc je vois pas pourquoi on va tout détruire, mais la plupart des gens détruisent ces gros nids de guêpes accessibles à hauteur d'homme. Madame? Bonjour madame, c'est chez vous les abeilles? D'accord. Je vais aller voir avec vous. Vous allez me montrer un petit peu ça? Oui. Alors je suis. Je vous laisse passer devant. Oh, ça sent bon le miel. Oh là là. Oh, taisez-vous. On s'est rendu compte de ça à l'extérieur. On a vu des abeilles qui rentraient sur le côté du volet. Je dis, bon, c'est pas possible. Et donc, on a regardé ça. Et quand on a vu la taille, on était époustouflés. J'ai vu effectivement que c'était des abeilles. On s'est dit, je peux pas les tuer, quoi. C'est pas possible. Pour s'approcher des abeilles, l'apiculteur utilise un enfumoir. La présence de la fumée déclenche chez elle un réflexe de survie. Elle se regroupe autour de la reine et se gorge de miel pour se tenir prête à quitter la ruche. Ah oui, monsieur des Ménules? Oui, alors par contre, je vous ai pas oublié, mais je fais que des interventions en fait toute la journée. Phil, j'ai un kit Bluetooth, donc je peux vous parler. Mais est-ce que ce week-end, à tout hasard, vous êtes chez vous ou pas? Si vous pouvez mettre une assiette creuse sur le banc, je vais vous mettre un morceau de miel à manger dedans. Je vous ferai goûter après. C'est curieux, hein? Première fois que je vois ça. Le miel produit à la maison. Involontairement, moi, c'est sûr. C'est incroyable. Quand on a un essaim orphelin, on l'égorge de miel. Enfin, il y a plein de méthodes pour additionner deux essaims. Hein. Si elles viennent dans une colonie déjà avec le jabot plein de miel, elles se feront mieux accepter que si elles viennent le jabot vide. Les gardiennes risquent de les refuser à l'entrée, quoi. C'est comme si toi tu vas en soirée, tu viens les mains vides, tu seras moins bien accepté que si tu viens avec des chips et 2 bouteilles, quoi.
Ça, c'est pas le plus beau cas, hein, malheureusement. Si le réflexe de tout un chacun est de retirer les abeilles venues trouver refuge dans son foyer, certains passionnés ont au contraire la démarche de les y installer. J'avais pas beaucoup d'abeilles dans le jardin. J'ai dit, ça m'intéresserait bien d'avoir des abeilles. Et puis les mettre dans le jardin avec les enfants, ça le fait pas. J'ai dit bon, il y a le grenier, peut-être moyen de faire quelque chose. Pareil, il n'y avait rien du tout, il y avait juste la plaque de BA13 qui donnait sur les chambres, donc tu vois, il fallait pas mettre le pied à côté. C'est quand même super agréable de manipuler les abeilles comme ça, quoi. Sans avoir à mettre de fumée. Quelque part, c'est un peu une sorte de polluant, quoi. C'est désagréable, alors que là, on est vraiment en communion avec l'abeille. On s'invite chez elle, mais quelque part, c'est comme si elle nous invitait. On ne rentre pas par effraction, elle nous laisse rentrer chez elle. Ça, parce que quand tu fumes, c'est un peu une effraction, tu leur fais peur, tu leur dis attention, il y a le feu, planquez-vous et tout. Là, non, elle te laisse rentrer chez elle tranquillement. Et je vois, c'est pareil, je balaye régulièrement par terre. S'il y a une abeille, elle se pousse. Elle saurait parler, elle dit « Oh, excuse-moi ». Tu vois, c'est un peu ce que je ressens. L'installation de ruches à son domicile est tout à fait légale. Néanmoins, il est nécessaire d'informer les services vétérinaires du département afin d'obtenir un numéro d'immatriculation. Vous êtes sur un toit terrasse du commissariat de Gennevilliers, qui à ma connaissance est le seul commissariat de France qui dispose d'une ruche en milieu urbain. Parce que je pense qu'on oublie dans les sociétés modernes de regarder la nature qui nous entoure. Et quand on regarde les abeilles travailler, moi ça m'a tout de suite fait penser au travail d'un commissariat. Il y a une vraie ruche, c'est-à-dire de l'activité à tous les étages. Chacun a sa mission. Il y a des patrouilleurs, il y a des gens qui restent plus à l'intérieur. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne reçoit pas d'appels de gens qui disent « Oh, chez mon voisin, il y a une ruche et je suis inquiet. » Voilà. Souvent, les gens ne savent même pas qu'il y a une ruche chez le voisin, parce que l'abeille n'est pas désagréable. Elle ne fait pas de bruit, elle n'attaque pas. Elle est quand même socialement extrêmement bien intégrée dans le monde urbain, l'abeille. Quand on me demande « mais elles vont chercher la substance où, les abeilles ?» J'ouvre la fenêtre de mon bureau, et il suffit de regarder les plates-bandes entretenues par la ville de Gennevilliers et on voit qu'il y a des fleurs en fait partout. Voilà. Mais on ne les regarde plus parce qu'on ne fait pas attention à ça en mode urbain. Avant d'avoir les ruches, je me suis amusé à faire le tour du quartier. Et je voyais un arbre en fleurs, j'ai dit « Oh, ça c'est bon !» Avant de pouvoir les butiner dessus. « Ah, puis il y a tel arbre, ça va être bon ça !» Et donc il y a beaucoup de tilleuls, il y a un peu de châtaigniers, il y a beaucoup d'arbres fruitiers, beaucoup de cerisiers. Nous, on récolte du miel de printemps et du miel d'été. C'est rare quand on fait 3 récoltes. Ça m'est arrivé 2 fois depuis 83. Parce qu'ici, on est dans une partie très boisée, hein, parce que c'est une vallée. C'est le parc naturel du Vexin français. Il faut aller à Cergy ou à Vauréal. Avant, c'était joli, c'était vallonné, c'était magnifique. Il y avait des petits villages par endroits. Maintenant, à perte de vue, il y a des constructions. Donc c'est pour ça que nos élus ont créé ce parc naturel, pour éviter cette extension. L'habitat de l'abeille, il y a un corps de ruche. C'est la partie en bas, là. Ça, c'est ce qu'on appelle la hausse, dans lequel les abeilles vont venir stocker le miel. Puis là, évidemment, c'est le toit. Hein? Là, c'est le plancher, avec sa planche de vol. Et ça, c'est le haut vent. Mais quand les températures vont descendre en dessous de 8 degrés, elles vont se resserrer ensemble pour former une grappe. À partir de ce moment-là, elles vont conserver une température constante à l'intérieur de la ruche, en mangeant du miel. Parce que le miel, c'est leur carburant. C'est pour ça que moi, dans une ruche comme celle-là, je leur laisse à peu près 20 à 25 kilos de miel. C'est elles qui les ont stockés. Moi, je ne nourris pas au sucre, comme il y en a beaucoup qui font.
Il y en a beaucoup qui récoltent tout ce qu'il y a dans le corps de ruche et nourrissent au sucre. Et puis après, ça vous fait des abeilles flagada à la sortie de l'hiver. Parce que vous, si on vous nourrit qu'avec un seul aliment, dans lequel il n'y a rien, parce que dans le sucre, il n'y a rien, si quelques minéraux, mais il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien. À la fin de l'hiver, vous allez être comme ça. Les abeilles, elles, dans leur miel, il y a des vitamines, provitamines, oligo-éléments, sels minéraux, acides aminés, diastase, et j'en passe. Bon, parce qu'il y a plein. Mais tout ça, c'est bon pour elles, c'est bon pour leur corps, c'est bon pour leur vitalité. C'est très bon pour l'homme aussi. Pour ça, un mec comme moi, 75 berges, ma femme, 74. Pas un seul médicament. Par contre, on utilise beaucoup les produits de la ruche. Alors c'est pourquoi? J'ai cherché 2 colonies. 2 colonies, est-ce qu'il vous faut d'autres matériels ou pas? Oui, d'accord. On prend une herse? D'accord. Alors voilà, ici vous avez une reine qui est en train d'être libérée. Vous voyez, elle est dans la cage avec des abeilles d'accompagnement. Les abeilles sont en train de libérer le passage. Et la reine va pouvoir sortir et hop, elle va venir dedans. Une longue période de claustration comme ça leur donne envie d'élever les laisser nourrir. Donc revérifiez quand vous les transvaserez qu'il n'y en a plus, qu'il n'y en a pas. Et puis dans une petite semaine, vous referez un contrôle dans le corps. Minimum pour faire un apiculteur, il faut 3 ans. 3 ans, il faut aller à l'école tous les samedis. Un rucher école, où il y a des maîtres apiculteurs comme moi, comme d'autres, qui sont là pour apprendre la vie des abeilles. Il faut lire des livres. Il faut s'intéresser à l'abeille. Puis il faut surtout la respecter. Et si on la respecte, eh bien automatiquement, on va faire en sorte que le milieu dans lequel elle soit bien. C'est la partie qu'on va récolter, la hausse. Là, la récolte est faite, maintenant on ne met plus de hausse et on les laisse travailler pour elles. Là, il faut qu'elles fassent leur provision d'hiver. Voilà. Donc là, ça correspond exactement à ce qu'on a mesuré, pesé, constaté. Ce cadre, il n'y avait rien la semaine dernière. Là, il est construit. Ah ouais. Ils ont étiré, là, parce qu'on a nourri. Ouais. Tout est vide et c'est pas bien. Après, les gens qui viennent aux formations, c'est des gens passionnés. Ils aiment bien. Il y en a qui ont des jardins, des grands terrains. Ils aiment bien mettre une ruche ou 2 ruches pour récolter leur propre miel. Comme ils me disent tous, ils font plus confiance au miel qu'ils trouvent dans les supermarchés, dans les centres commerciaux. Donc vraiment la personne qui s'intéresse à faire un stage d'apiculture, il me dit à la fin, il dit maintenant je peux faire mon propre miel. Je sais qu'il vient d'où, je sais quelle origine il vient et je sais de quelle fleur elle est butinée l'abeille. Non, ça va. Tout à l'heure, c'est sympa. Moi, je suis tombé amoureux des abeilles, donc ma grand-mère est en train de presser les cires d'abeilles avec du miel. Moi, j'ai venu, je marchais un petit peu, je voulais goûter un petit peu, au moment où j'ai tombé dessus. Et je me suis vraiment pris un bain du miel. On l'a nettoyé, et depuis ce jour-là, voilà, j'aime beaucoup le miel. Je mange tous les jours, matin au soir. Je trouve que ça aide vraiment à comprendre toute la synergie qu'il peut y avoir entre l'abeille et l'environnement, et que l'un ne va pas sans l'autre. Je le savais, mais ça restait un peu du virtuel. Là, ça prend vraiment du sens. On en prend plein les yeux, plein le nez. La bouche. Plein les papilles. Moi, je dis c'est bien de voir de temps en temps un ou deux, 3 piqûres d'abeilles. Pourquoi? Parce que
ça donne la force à notre corps de immuniser contre les maladies. Par exemple, la grippe, ou bien le rhumatisme, ou bien un problème d'articulation d'os et tout ça. Le venin dans les abeilles, c'est un bon remède pour tout ça. Regarde, là, elle m'a piqué. Vous voyez le venin? Là, vous regardez un petit point blanc. La plupart des gens, je vais donner un conseil à tout le monde, quand on se fait piquer par une abeille, la réflexe de nous, on fait quoi? On fait ça. Oui, sur le... Exactement, il faut venir sur les côtés comme ça, soit avec nos doigts ou bien avec un pince épilé. Il faut les tirer sur le latéral comme ça, sur les côtés. Oui, c'est ça. Faut pas taper. Si on tape, on enfonce le venin qui rentre dans le corps. Et là, ça gonfle encore plus. Mais si on le retire comme ça, ça ne fait rien. Voilà, tiens, pique. Les piqûres d'abeilles auraient-elles réellement des bienfaits pour l'homme? Quelle est donc cette forme de médecine? Pourquoi notre société occidentale ne la pratique-t-elle pas? C'est pourtant à 2 pas de la plus belle avenue du monde que se trouve un cabinet peu commun. Apithérapeute, en fait, ça consiste à traiter des personnes atteintes de certaines pathologies avec le venin d'abeille. D'accord, je précise bien, je ne pique pas avec une seringue parce que je ne suis pas médecin. Donc je suis thérapeute. Je prends l'abeille, je la stimule sur un point X pour avoir un effet voulu en fonction de la pathologie que je dois traiter. Ça va de problèmes télis-elbow, entorse, foulure, dorsalgie, jusqu'à sclérose en plaques. Je ne fais pas de diagnostic, je reçois des gens pour pouvoir apporter un soulagement à leurs problèmes. Alors pourquoi me diriger vers l'apithérapie alors que la médecine conventionnelle m'ouvre grand les bras? C'est parce que j'ai pas envie d'aller dans cette voie-là. Donc il faut que je trouve une alternative. Et les alternatives pour ma pathologie, en l'espèce une polyarthrite rhumatoïde, c'est pas évident. C'est tout le temps en permanence des douleurs dans les articulations. L'illustration, par exemple, je veux me lever, et c'est on sent les articulations sont enflées, vous avez du mal à marcher, vous regardez mes mains, vous avez du mal à fermer les mains, les coudes vous font mal, les épaules vous font mal, et en plus, la petite cerise sur le gâteau, vous avez une fatigue. Mais ça m'est arrivé de me retrouver, vous voyez, la tête sur mon bureau. Si j'avais dû écouter les médecins, les braves médecins qui m'ont reçu dans les hôpitaux de part et d'autre, je crois très franchement que cette pièce serait remplie de boîtes de médicaments. Comme dirait un économiste, c'est direct du producteur au consommateur, donc c'est un petit peu ça. Il applique l'abeille, la réaction est immédiate. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Je vais prendre les épaules. Bien sûr, le venin, ça, c'est toujours un traitement particulier. Il y a une action anti-inflammatoire. C'est vraiment complet. Il n'y a pas que le venin, il y a le pollen, il y a la propolis, il y a la gelée royale. Chacun de ces produits ont des propriétés particulières. La propolis est une résine végétale que les abeilles produisent à l'aide de leur salive. Elles en recouvrent l'intérieur de la ruche pour colmater les fissures. Quand une souris entre dans la ruche, elle est tuée par les gardiennes, puis recouverte de propolis afin d'éviter sa décomposition. C'est en observant ce procédé ingénieux que les Égyptiens développèrent la momification de leurs pharaons. C'est un produit qui est récolté par les abeilles au niveau des arbres, au niveau des bourgeons des arbres, et principalement des peupliers. La meilleure, c'est celle des peupliers. Les pharmaciens maintenant utilisent la propolis pour justement faire des médicaments. Et entre autres pour la gorge, parce que c'est un antibiotique naturel. Si vous pouvez prendre ça avec des pipettes, moi je voudrais savoir comment ils font. Hein? Alors quand je vois ça à la télévision, je me marre, et puis je sais pas pour des imbéciles. Hein, parce qu'ils prennent... c'est vrai, écoute, hein, je suis en révolution, moi. Moi, je fais de l'anti-rouille avec la propolis. Je mélange ça avec de l'huile de lin. Ma femme va me dire, t'es fou. Qu'est-ce que t'as fait? T'en as fait qu'un petit bout.
Des analyses ont révélé qu'Antonio Stradivarius utilisait la propolis comme composant dans le vernis de ses fameux violons. Ça, c'est ce qu'on appelle des sérificateurs solaires. Sérificateurs solaires que j'ai fabriqués moi-même. Ces plottes de cire, elles sont faites quand on récolte le miel. On enlève les opercules sur le cadre. Après, on les passe dans l'eau et on en fait des plottes. Avec le soleil, au travers du double vitrage, ça nous sort ce produit-là. Ça, c'est de la cire de vieux cadre. Elle n'a pas la même couleur. On transforme, on le moule, on en fait des lapins, des grenouilles, des tortues, toutes sortes de trucs. Avant l'invention de l'électricité, la bougie était le principal moyen de s'éclairer. C'est pourquoi la cire d'abeille était si précieuse pour l'homme. Quand on s'occupe bien de ces abeilles, on voit dans quel état elles se trouvent. Et si on voit qu'elles sont, par exemple, tremblantes ou un truc comme ça, on se pose des questions, on réfléchit. Parce que les anciens nous ont appris quelles étaient les maladies de l'abeille. C'est au jardin du Luxembourg que se trouve le plus ancien rucher-école de France. Depuis 1856, plus de 150 générations d'apiculteurs ont été formées en plein cœur de Paris. C'est ici qu'est née l'apiculture moderne, une apiculture qui respecte l'abeille. L'architecte qui a redessiné un peu ce rucher, si vous regardez bien, tout est de forme hexagonale. Le toit du bâtiment est hexagonal, l'abreuvoir, toutes les petites unités de l'abreuvoir pour les abeilles hexagonales. Toutes les ruches ont des toits hexagonaux, toujours un peu dans l'esprit de respecter la cellule, vous savez, le dessin de la cellule de l'abeille et de faire un lien étroit entre la vie dans la ruche et la réalité du rucher. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'apiculture, c'était très empirique. C'était en fait une pratique où on ne savait pas ce qui se passait dans la ruche. On pensait pour certains que les abeilles naissaient spontanément dans le corps d'un bœuf ou d'un animal en putréfaction, quelque chose qu'on appelle la bougonie. Puis au XVIIIe siècle est apparu un appareil magique qui s'appelle le microscope et qui a permis de comprendre la biologie des abeilles et de découvrir que dans une ruche, il y avait une reine, alors qu'on pensait jusqu'au XVIIIe siècle que la reine était un roi, qui a eu toute une révolution parce qu'à ce moment-là, sur le plan politique, c'était évident que le roi, c'était le roi et qu'il avait autour de lui une cour, mais on était roi en France de droit divin, donc c'était l'homme, le roi et le mâle, si vous voulez. Hein. Et on dit tout d'un coup que dans la ruche, qui était un des modèles idéaux de la vie en société, eh ben on dit non, c'est pas un roi, c'est une reine. Donc en fait, il y a eu cette espèce de mouvement au XIXe siècle, après la Révolution, de dire aidons les gens à pratiquer une apiculture plus raisonnée. Hein. Essayons de développer des méthodes de protection des abeilles en essayant de ne plus tuer les colonies, mais en essayant de sélectionner les meilleurs. Le commerce mondial des saints est à l'origine de l'arrivée d'un parasite. Le Varroa destructor. Mesurant environ 1 mm, le Varroa se propage dans les cellules du couvain, là où se développent les larves. Les individus sortant du couvain subissent des malformations. Les autres sont affaiblis et meurent rapidement. Il peut décimer une ruche en seulement 2 à 3 ans. Aucune variété d'abeilles n'échappe aux attaques de ce parasite. Le CEA est en fait un organisme de recherche qui regroupe 16 000 chercheurs qui vont travailler vraiment dans des domaines extrêmement variés, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la santé, dans le domaine des nouvelles technologies. On travaille sur des grands défis en termes de sciences du vivant. Cette reine, c'est une Buckfast qui a été sélectionnée durant de nombreuses générations. Le premier critère de sélection, c'est le nom essaimage. Le deuxième critère de sélection, c'est la production. Le troisième critère de sélection, c'est la résistance aux maladies du couvain. Et le dernier critère de sélection, en tout cas
important, c'est la résistance au varroa. On a compté le varroa, c'est des colonies qui ont très peu de varroa. Et donc pour ça, dessus, on a fait des tests hygiéniques. On a congelé à l'azote liquide une partie du couvain. On avait regardé si les abeilles étaient capables de nettoyer la partie qu'on a congelée et à quelle vitesse. Plus elles nettoient vite, plus elles sont capables de détecter rapidement le couvain qui est mort et de le nettoyer. C'est un comportement qui évite le développement des maladies. La buckfast, c'est une espèce d'abeille qui a été créée par Frère Adam. Dans son monastère, en fait, il s'occupait du rucher et toutes les colonies étaient mortes. Donc il a développé une abeille qui était résistante aux problèmes qu'il avait. Pour ça, il a appris de l'abeille qu'il a trouvée, qui était de la Lingustica, qui venait d'Italie. Et après, il est venu chercher plus tard des abeilles noires du Gâtinais. Et sur ces abeilles noires du Gâtinais, il a mis à chaque fois par les mâles de la Lingustica, et ça a donné la buckfast. Donc sur ce rucher, c'est que de la buckfast, mais en fait, je travaille aussi avec l'abeille noire. Parce que si on sélectionne que sur une variété, que sur un type d'abeille, on perd la diversité qui existe. Et donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait aussi que je travaille sur notre abeille noire locale pour la rendre économiquement intéressante, pour que les pros l'utilisent plus en fait. Alors aujourd'hui, l'idée c'est, grâce à la morphologie des ailes, d'identifier si les abeilles qu'on a dans les échantillons, c'est bien des abeilles locales. En fait, c'est des gens qui sont investis dans l'abeille noire, qui avaient des besoins, parce que c'est compliqué de passer par des organismes pour les faire, c'est pas évident, c'est très long, c'est très compliqué. Ça permettait, aux élèves d'avoir un projet concret où ils s'investissent et où ils sont autonomes, où ils apprennent à des manipulations de laboratoire, et d'un côté, à des producteurs, en fait, de pouvoir analyser ces abeilles. On apprend beaucoup de choses sur la morphologie de l'abeille, sur son ADN, sur plein de choses comme ça. Et ça nous aide à nous investir dans un projet déjà. En fonction des échantillons, on voit bien qu'il y a trois races d'abeilles qui apparaissent le plus, qui sont les Mellifera, les Intermicelles et les Coccassica. Donc on a peut-être une chance que chaque abeille qu'on voit, c'est peut-être le plus de ces trois-là. Donc là, les prochaines séances, on va commencer à étudier l'ADN et du coup, il va falloir que vous ayez absolument votre blouse et surtout, pour les filles, bien penser à prendre des élastiques pour pas que vos cheveux traînent partout et qu'on fasse l'analyse de votre ADN. Parce que vous n'êtes pas des abeilles noires, donc du coup, ça ne nous intéresse pas forcément. À l'image des paysages d'Île-de-France, comme ici au parc des Chantraines, les races d'abeilles sont multiples. C'est au détriment de la productivité que certains passionnés s'efforcent de préserver l'abeille locale, l'abeille noire. Donc là, c'est volontairement sauvage pour que la faune locale se développe. Alors ici, il y a de l'abeille noire. Enfin, j'essaie d'avoir de l'abeille noire, c'est pas facile, parce que tout autour, il y a de la buckfast. Mais j'essaie d'être en harmonie avec le parc qui recense les espèces autochtones. L'objectif, c'est de mesurer la santé des abeilles à travers un parc urbain où il n'y a pas de traitement. Alain Camizuli a créé des partenariats avec les parcs des Hauts-de-Seine. Ces ruchers sont ouverts au public en toute saison pour montrer les interactions entre les abeilles et les plantes. C'est un véritable outil pédagogique. Donc il y a une palissade avec une baie vitrée qui a été aménagée pour le côté pédagogique, donc les enfants peuvent venir regarder les ruches à travers sans danger. C'est dans un jardin partagé, donc les gens qui habitent l'environnement ont une petite parcelle et en même temps, maintenant, ils s'intéressent à l'abeille. C'est la première année, hein, donc en fait les abeilles sont là depuis peu, donc c'est un rucher en devenir.
Donc le jardin partagé restera le temps que tout le monde soit exproprié autour et puis que le chemin de fer, enfin le tramway soit réalisé. Donc ça va durer 2, 3, voire 5 ans, guère plus. L'éclosion des jardins partagés en banlieue est une nouvelle preuve de ce besoin de contact direct avec la nature. Ici, c'est une communauté religieuse qui accueille principalement des sœurs aînées. La chose la plus compliquée en agriculture urbaine, c'est la composante main-d'œuvre, c'est-à-dire trouver des gens de confiance qui allaient pouvoir à la fois gérer et entretenir le potager de manière technique, mais aussi animer toute une vie autour de ce potager pour que les gens se rencontrent, qu'ils partagent, etc. sur toutes les thématiques liées à l'environnement, au développement durable. Vous avez à chaque fois une zone de biodiversité, une zone potager, une zone de biodiversité, une zone de potager. L'objectif de ce genre de site, c'est surtout de créer de l'envie chez les uns et chez les autres, de se remettre à cultiver des produits de saison, de se remettre à cultiver surtout de manière naturelle. Donc on peut voir les abeilles qui viennent butiner ici directement. On a notamment une zone avec des fleurs mellifères. On a toujours discuté ensemble du fait que l'apiculture et l'apiculteur étaient centrales dans une société puisqu'il apporte tout un service écosystémique à travers la pollinisation, mais il apporte aussi tout un service de santé à travers les différents produits de la ruche, qui me semble primordial, d'autant plus aujourd'hui. Et donc voilà, ça me semblait intéressant aussi de développer toute cette filière apicitadin. On entend, il y a le train qui passe juste là, donc en 20 minutes, on est à Paris. Enfin, je veux dire, franchement, moi, je trouve ça géant, c'est idéal. Voilà, on est né sur une planète qui est la planète Terre et on est forcément amené à s'adapter aux différentes évolutions. Et en fait, ces dernières années, l'homme s'est complètement déconnecté de tout ça. Aujourd'hui, dans l'alimentation, il n'y a plus aucun lien avec la nature. Dans la médication, avec tout ce qu'on nous propose en pharmacie, il n'y a aucun lien avec la nature et ainsi de suite. Malheureusement, faut rien attendre de là-haut, c'est-à-dire de l'État ou des entreprises. Mais je pense plus qu'il faut se concentrer sur une initiative qui vient par le bas et de voir cette association qui a pu conserver son rucher alors qu'ils étaient menacés par la mairie de devoir complètement supprimer les ruches, alors que leur association engrange de plus en plus de membres en plus. C'est-à-dire que chaque année, il y a des nouveaux membres, ils sont obligés de rechercher de nouveaux endroits, etc. etc. Donc franchement, c'est un vrai bonheur de voir ça. Si les abeilles semblent faire l'unanimité au sein des jardins partagés, qu'en est-il dans un pôle économique où les acteurs ont les yeux rivés sur les indices du CAC 40 ? Les salariés de KPMG peuvent tous les ans monter sur le toit de l'immeuble avec l'apiculteur qui suit les ruches, aller leur rendre visite, voir comment ça fonctionne, comment c'est la vie d'une ruche, comment vivent les abeilles. Toute la belle saison, on n'a rien devant. Et là, vous voyez, vous avez des ponts. Ça permet de filtrer un peu mieux les entrées. Parce que les abeilles, elles ont besoin, les gardiennes ont besoin de savoir qui rentre, qui sort. Un peu comme les badges. Quand vous voyez vraiment des abeilles sur le dessus avec du miel et tout, ça, vous pouvez être sûr que c'est très très bien, quoi. Par contre, du coup, sur celle-ci, on peut passer un peu plus de temps parce qu'on va essayer de chercher ce qui ne va pas. Au début du printemps, si la reine est bonne et qu'elle pond assez bien et qu'elle arrive à bien gérer la ruche, il n'y a pas de problème, elle va rester. Par contre, si les abeilles sentent que la reine elle a commencé à ralentir sa ponte, qu'elle prend un peu d'âge et qu'elle n'est plus aussi efficace qu'avant, elles vont penser à changer leur reine. Donc en fait, elles vont faire obliger la reine à pondre des œufs qu'elles vont nourrir à l'âge des royales et donc ça fera une reine. Du coup, quand il y a le changement de reine, il y a 2 reines en même temps? Ça peut arriver, ça peut durer une semaine. Il peut y avoir 2 reines. Généralement, la vieille reine s'en va et c'est ce qu'on appelle, généralement, c'est ce qu'on voit, ce qu'on appelle un essaim d'abeilles. Les cocottes, c'est pas trop froid. Donc là, en fait, tout simplement, il s'agit, je vois pas de problème sanitaire particulier. Donc en fait, c'est juste simplement qu'on a une reine qui est en fin de carrière, un peu, voilà. La retraite, c'est l'année prochaine. L'abeille,
C'est une travailleuse qui se met au service du collectif. Donc je pense que dans n'importe quelle grande entreprise, on retrouve quelque part une symbolique qui nous parle à tous. On est passé par un prestataire Ecodev qui nous accompagne sur le sujet, qui suit les ruches, qui les gère, qui s'occupe de leur santé et voilà, assure toutes les visites vétérinaires. Je suis apiculteur de formation. J'ai travaillé dans différentes exploitations dans toute la France, que ce soit en élevage, en transhumance miel ou en gelée royale comme cet été dans les Charentes. J'ai acquis une certaine expérience où j'arrive à être autonome et je vais être amené à faire le suivi des colonies sur le site qu'on vient d'ouvrir ici, puis différents sites sur Paris. Les ruches sont originaires de Maine-et-Loire, à côté d'Angers. Et puis elles sont amenées à la Selle Saint-Cloud, donc en banlieue parisienne. Et après, elles sont dispatchées dans les entreprises. Faisons le profil bas, quoi. Je te mets la main. Ouais. On les a mis volontairement sur à l'extérieur, comme ça si vous passez derrière là, il n'y a pas de raison, si vous faites que passer, qu'elles viennent vous embêter si jamais vous devez passer par là, quoi. « 12 millions de personnes vivent en Île-de-France. Cela représente 20% de la population du territoire. En moyenne, la région compte 1000 habitants au kilomètre carré. Malgré ce taux d'urbanité, les ruchers ne cessent de se multiplier. En 2010, Nature Paris recensait 115 ruchers. 2013 marque un tournant avec l'arrivée de prestataires comme Ecodev et la volonté des collectivités d'installer des ruches. En 2014, la tendance se confirme avec 312 ruchers pour une production globale d'environ 7,5 tonnes. Cette évolution ne doit pas faire oublier les 15% de mortalité chaque année. 85% des apiculteurs traitent leurs colonies contre le varroa et reconnaissent devoir les nourrir avec du sirop pour assurer leur survie. Chaque année, quand on dit on perd un tiers des colonies, c'est 300 000 colonies qui disparaissent chaque année en France. C'est un tiers du cheptel français. On est en train de se priver d'un système qui marche depuis des dizaines de millions d'années. Ça nous donne à manger, qui plus est, ça nous donne du miel. Au mépris de beaucoup de choses, on est en train de bousiller ça. J'étais conducteur de métro, voilà, je suis resté 26 ans dans le tunnel et puis à un moment donné le projet mûrit, la possibilité de pouvoir arrêter ce boulot et de passer à autre chose. Le désert, 35 degrés, multiplie son pour la potion, l'apiculteur vient récolter au cœur le fruit de sa saison. Abeille, contre vos soins, vos miel, c'est un destin. Happy, happy, apiculteur. C'est un programme qui a été lancé en 2005 et moi en fait je suis donc chargé de projets à ce niveau-là et je dois créer des partenariats avec des collectivités, des entreprises pour défendre l'abeille en fait au niveau national. Donc moi je m'occupe spécifiquement de l'Île-de-France, donc je travaille avec un réseau d'environ une vingtaine de partenaires, autant collectivités qu'entreprises, et le but c'est d'installer des ruches sur les lieux des partenaires tout en ayant à côté des actions de communication. On peut se rendre compte que malgré l'installation de cette ruche en plein Paris, eh bien c'est une ruche qui fonctionne terriblement bien. Il y a des combats juridiques qui sont menés à peu près depuis une vingtaine d'années sur le retrait de certains pesticides, notamment les néonicotinoïdes qui sont malheureusement
dangereux pour les abeilles. Et au-delà de ça, on travaille aussi sur la question des OGM, à savoir à long terme, est-ce que ça nuirait pas également à l'apiculture. Situé sur l'axe Le Havre-Rouen-Paris, le port de Gennevilliers est l'entrée incontournable de matières premières pour Paris et sa banlieue. Ce sont plus de 3 millions de tonnes de marchandises qui sont acheminées ici, sur une zone naturelle au centre d'un milieu urbain. À l'inverse du transport routier, le mode fluvial est vertueux pour le développement durable, car ses émissions de pollution sont moindres. Il est considéré comme l'avenir de la logistique en Île-de-France. La gestion du port est tenue par Aropa. Son gardien est appelé de tous le shérif. Les gens ont souvent une mauvaise image un peu avec ce côté industriel, les conteneurs, les machines, les sociétés, mais c'est très bien géré, très bien aménagé, on fait vraiment attention sur l'environnement, c'est vraiment la priorité du port. On a retrouvé beaucoup de ruches sauvages dans le port. Des endroits où on laissait naturellement pousser, où on n'y allait pas forcément. On a retrouvé des ruches sauvages. Pour les retirer, on appelle systématiquement un apiculteur. Parce qu'on n'est pas dans le principe de prendre les ruches et de les jeter comme ça à la déchetterie. Donc c'est un apiculteur qui les récupère et en plus qui lui s'en resserre malgré tout. Donc c'est bien. La particularité de ce quai-là, qu'on appelle le quai public en Seine, QPS, c'est un quai à poste à colis lourds. Donc on peut recevoir n'importe quel colis lourd. Donc voilà, pour la petite anecdote, on fait quelques fois centrale nucléaire, générateur, groupe électrique de centrale nucléaire. Donc on est vraiment sur du gros colis. Avec mon fils, je viens de temps en temps voir la ruche, qu'il aime bien les abeilles et le miel est très bon en plus. Au petit déjeuner le matin, c'est hyper bon. Donc elles sont juste ici, hein, les ruches, juste au-dessus, là derrière. Les ruches qui sont installées ici appartiennent à Aéroports de Paris. Je représente le syndicat national d'apiculture. Ce syndicat, c'est un peu la défense de l'abeille et la défense des apiculteurs. On est là aussi pour conseiller, surtout aux entreprises, comment installer les ruches. Les abeilles vont rarement sur les pistes parce que là-bas, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien à butiner. On a aussi cette chance, c'est qu'à Orly, c'est à côté de la commune d'Athis-Mont, il y a beaucoup de pavillons où les gens ont mis en priorité des arbres où les abeilles peuvent aller, des fleurs. Lorsque les plantes là sont butinées par les abeilles, la pollinisation étant là, cela donne aussi à manger aux oiseaux. Même auprès des pistes d'avion, le miel est très bon. Si les abeilles subsistent dans un milieu où l'activité industrielle est forte, qu'en est-il de la qualité de nos miels ? Beaucoup de consommateurs nous disent « Ah, mais le miel de Paris, avec tout ce qui sort des cheminées, des pots d'échappement, etc., le miel est pollué. » Nous, on a fait plusieurs fois des analyses pour surveiller le plomb et on n'en trouve pas, on est vraiment en limite de quantification. Et puis, plus récemment, on a fait 2 métaux lourds en plus, on a fait le mercure et le cadmium. Et on n'en a pas trouvé. Donc ça confirme par l'analyse ce qu'on sait par la fabrication du miel par les abeilles. D'abord, il faut comprendre que le miel, c'est fait avec le nectar, donc c'est une production très limitée dans le temps de la fleur, quelques heures ou quelques minutes par jour. Donc en fait, c'est un produit qui est très très peu en contact avec l'atmosphère générale qui pourrait être, entre guillemets, polluée. L'abeille, elle le transforme en miel dans la ruche. Ensuite, c'est fermé avec un petit bouchon dessus, reperculé. Donc après, une fois que le miel est mûr, il disparaît ou il n'est plus en contact avec l'air. On a analysé 76 miels, des miels d'origine géographique différente, Union européenne et hors Union européenne.
mais également des miels avec des labels rouges, des miels haut de gamme, bas de gamme et des miels biologiques. On devait analyser 83 molécules dans ces miels. Alors dans les pesticides qu'on a retrouvés, c'est des pesticides qui sont utilisés dans les cultures, soit de fruits, soit de céréales. Et on a également retrouvé une molécule qui est utilisée par les apiculteurs pour traiter les ruches contre un parasite qui est le varroa destructor. Les molécules qu'on a retrouvées et leur concentration sont très très basses. En effet, avec les instruments qu'on a, avec l'évolution de la technologie, on arrive à descendre à des concentrations de l'ordre du microgramme par kilo. Donc c'est l'équivalent d'un morceau de sucre dans une piscine olympique. Donc c'est très 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 faible. La majorité des échantillons, ce sont des miels toutes fleurs que nous avons divisés en 4 catégories. Miel toutes fleurs de plein temps, c'est-à-dire récoltés jusqu'à la fin juin à peu près, et qui vont se présenter sous forme soit liquide, tels qu'ils ont été récoltés, soit pour des raisons d'évolution du miel tout à fait naturelles, cristallisés. Les miels cristallisés étant toujours défavorisés subjectivement par rapport au miel liquide, on a essayé de les séparer pour qu'ils ne soient pas jugés ensemble. Un miel se juge d'abord par sa couleur. Ensuite, on va le goûter, on va avoir un goût, et puis là, tous les goûts sont dans la nature. Et une fois qu'il est dans la bouche, il y a la texture. Beaucoup de grands-mères préfèrent les miels cristallisés parce que les petits-enfants ne mettent pas le miel liquide qui coule sur la moquette. Donc, meilleur miel pour moi, il n'y en a pas, c'est selon les goûts personnels. On voit très bien que là où on fait de bonnes mielées, c'est en ville. Même si l'avenir de l'apiculture n'est pas en ville, ça va de soi. Mais l'expérience fait que quand on pose des ruches en ville, on a des meilleures productions. Là où on peut faire 40-50 kilos en région parisienne, eh bien on va faire 20-30 kilos dans le Val-de-Marne et on fera moins de 20 kilos en Seine-et-Marne. C'est la 3e année que nous avons une météorologie extrêmement défavorable. La deuxième cause, et je ne sais pas si ce n'est pas la première, c'est que nous sommes dans une nature extrêmement hostile. On a déjà des pesticides en grand nombre. On a régulièrement des discussions avec la DGAL, avec la FNSEA, mais c'est très difficile de faire changer, alors qu'on sait qu'il y a des méthodes culturales où on fait des rotations de cultures, où certains parasites vont disparaître d'eux-mêmes au bout de 3 ans si on ne remet pas maïs sur maïs. Donc si on fait ce qui existait autrefois, les assolements, c'est quelque chose qui a disparu. Donc faire ce type de rotation, des associations de cultures, faire des plantations sans labour, par exemple, parce qu'on change les bactéries anaérobies et aérobies du sol. Donc tout ça, ce sont des méthodes qu'il faut progressivement faire passer dans le milieu agricole. Globalement, on peut dire quand même que la biodiversité, elle est gênée. Ce n'est pas l'apiculture en ville qui va sauver l'apiculture générale, parce qu'il y a quand même beaucoup de production agricole partout en France. C'est une bonne sensibilisation pour les habitants des villes, comme ça, la protection des espèces. On a voulu monter un projet expérimental, mettre une ruche sur une de nos bâtiments, sur les Bleuets, sur le quartier des Bleuets à Créteil. On l'a fait un peu en toute discrétion au départ, parce qu'on avait eu peur qu'il y ait eu un vent de panique de nos locataires face à cette installation d'abeilles et de la ruche, parce qu'effectivement, il y a peur d'être piqué, agressé. Donc on l'a installé au printemps l'année dernière.
On nous avait dit au départ, enfin Ecodev avec qui on est en partenariat, nous avait dit vous n'aurez certainement pas de miel, c'est vraiment la première année, il faut que les abeilles s'habituent, enfin il y a vraiment très peu de chance. Et la bonne surprise, c'est que cet été, on nous avait dit peut-être qu'on aurait entre 10 et 15 kilos, et aujourd'hui, voilà, jour de récolte, on est à plus de 25 kilos de miel, donc c'est un vrai bonheur, d'autant de voir que c'est aussi fédérateur de lien social. Il est sous le miel. Le miel, il est où? Regarde à l'intérieur, on le voit le miel, Mehdi. Oui, juste on est comme ça. On va voir qu'il va sentir. Et ça, en fait, c'est un traitement spécial pour faire tomber les varrois. Parce qu'il est acquis scientifiquement que le varroa ne supporte pas les vibrations inférieures à 70 Hz. En fait, non, je suis au-dessus. Supérieures à 70 Hz. Et donc, ça les fait tomber. Donc, je joue 4 heures par jour devant chaque ruche pour faire tomber les varrois. C'est un conseil que je peux donner à tous les apiculteurs. Faut pas se faire piquer, quoi.